Place pour notre dernière session. Voilà. Au fur et à mesure de la journée. Place, nous allons démarrer pour la dernière partie. Donc je vais passer la parole à Monsieur Patrick Viane, qui est également historien de l'art et ancien collaborateur de la fonderie dont nous avons parlé avec Mathias Bellart et ancien collaborateur de l'Industrie Museum dont M. Nering nous parlera le 26 septembre. Et donc, Patrick Viane va nous parler de la sauvegarde de machines et d'équipements dans la... Je ne sais pas si c'est en Flandre ou dans la région flamande. En Flandre. Patrick, tu as la parole. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, bon après-midi et merci aux organisateurs, Fabi, PUEB, AWAP, de m'avoir invité pour vous fournir cette conférence en fin d'après-midi sur la sauvegarde des machines et d'équipements industriels en Flandre. Ce sera bien sûr un aperçu très superficiel et incomplet parce que je vous pouvais en faire un cours de 2 ans. Donc en une petite demi-heure, ce sera certains éléments intéressants, je l'espère, pour vous qui vivez et travaillez pour la plupart en Wallonie et à Bruxelles, en vous parlant tout de suite de certaines différences entre ces régions. Car contrairement à la Wallonie, le patrimoine industriel en Flandre n'est pas du tout, en tout cas très très peu, porteur de l'identité régionale. Vous direz, oui, mais la Wallonie, on n'en est pas encore, il faudrait faire plus de choses. Mais en Flandre, le patrimoine industriel, ce n'est pas la matière où on pense tout de suite à l'image de cette région. Il y a certaines exceptions quand même, c'est des zones, des centres industrialisés très tôt, comme Gand, comme la région des briqueteries à Beaume, comme aussi les charbonnages du Limbourg ou le port d'Anvers. Un autre point de différence, c'est que la sauvegarde de machines se manifeste en premier lieu avec la création de multiples musées. La Flandre, c'est vraiment un territoire de musées d'art, mais lié à cet art aussi souvent la technologie et les industries. En Wallonie peut-être aussi, en certaines musées, mais je pense plus encore, c'est marqué pour la Flandre. Mais il y a, je vous rassure, plus de similitudes entre Flandre et Wallonie, notamment au niveau de la sauvegarde du patrimoine mobilier dans son contexte d'origine. Ça, c'est un défi que nous avons rencontré en Flandre et en Wallonie à partir surtout des années 70, 70 pour les Français. La contribution d'associations locales et thématiques a été aussi hors pair dans les différentes régions, pour la plupart animées par des bénévoles. Ça a été essentiel, surtout dans les années du début, c'est-à-dire les années 70 et 80, repris plus en plus par les académiciens et scientifiques avec plus de moyens que pouvaient faire les bénévoles pionniers. Aussi, une similitude, c'est les difficultés quant à la restauration, le savoir-faire technique et la démonstration des machines. On en a déjà parlé aujourd'hui et c'est certainement le cas pour les différentes régions.
on ne connaît pas assez cette technologie vivante du passé. Et la faire passer pour la suite des générations est difficile. Autre similitude, le manque de place. Le manque de place de dépôts respectueux de ce patrimoine pour héberger les collections. Et aussi le défi d'attirer l'intérêt de plus de jeunes, de plus de public féminin aussi, de plus de public d'origine étrangère. On vient d'en parler au niveau de la fonderie à Bruxelles, mais c'est la même chose pour beaucoup de musées en Flandre. Alors parlons de cette époque pionnière et le rôle des musées. Et je parlerai d'abord de ce musée national de la navigation d'Anvers, créé il y a environ un siècle. Là, c'est une collection qui était dévouée surtout à la batellerie, aussi bien en Flandre qu'au pays intérieur, la navigation intérieure, alors qu'on voit maintenant, après un siècle, que l'accent est surtout mis sur le port d'Anvers, qui a une place dans le musée à la rivière, Museum aan de Stroom, MAS. En bref, dans de ce bâtiment construit il y a 15 ans par les architectes Neutelings et Riedeck, qui en forme d'une spirale montre l'évolution de la ville et les différentes composants de l'activité économique et sociale. Et là, le port ne prend qu'un étage de tout ce bâtiment. Donc, en somme, on a fait un pas en arrière. Il n'y a toujours pas de musée portuaire vraiment digne de ce nom. En plus, cet étage est tout à fait dans le noir. Je n'ai jamais vu, nulle part dans le monde, un musée portuaire sans fenêtre. Il y a une terrasse au-dessus du bâtiment, mais donc à l'intérieur, on trébuche sur des courroies. Et donc, il y a un travail à faire là-bas. Et normalement, il y a beaucoup plus d'éclairage en forme de films et d'images mouvantes, mais souvent elles sont en panne. Donc alors là, grand problème. Ici, vous voyez un jigger hydraulique. C'est une invention de l'ingénieur britannique Armstrong, dont il reste donc pour le levage de poids. Au port d'Anvers, il reste 2 exemplaires. Un petit exemplaire qui est exposé ici dans le MAS et un deuxième exemplaire qui est dans la maison de l'entrepôt Félix, que je vous montre tout de suite. Le musée Plantin-Moretus aussi a été fondé il y a plus d'un siècle. On a montré, d'ailleurs c'est M. Cotte qui a montré ce matin une image de cette installation d'imprimerie du XVIe siècle et qui est donc déclaré patrimoine mondial UNESCO, Flandre. C'est le seul élément en Flandre qui est déclaré monument patrimoine mondial, qui a un rapport avec l'industrie, ou disons la pré-industrie. C'est un musée dynamique, parce qu'à côté de ces salles avec le patrimoine qui reste en place, il y a beaucoup d'expositions autour du monde des imprimeurs. Un musée aussi très précoce des années 50 et 60, c'est le musée de l'histoire des sciences, qui parallèlement a évolué comme celui de Liège, d'abord d'une manière très classique qui mettrait en valeur les découvertes faites par les professeurs, ici le professeur Kékulé, le grand chimiste, ou par ailleurs le cinématographe Plateau, inventeur avec Méliès du cinéma ou du pré-cinéma. Alors ce musée est maintenant concentré d'une manière tout à fait dynamique autour de questions fondamentales, c'est-à-dire qu'est-ce que la science? Il a le doute. Sans le doute, il n'y a pas de science. Il faut douter, il n'y a pas de valeur sûre pour l'éternité. La science est mesurée, mais c'est aussi comparer, c'est aussi coopérer, c'est aussi appliquer. Et donc, ces différents verbes, il y en a 7 en tout, forment les 7 sections de sections interdisciplinaires
qui favorise une approche globale des sciences et de sa place dans le monde d'aujourd'hui. Je vous invite à voir ce musée, à visiter ce musée à côté du merveilleux jardin botanique. Il est ouvert vraiment après le premier confinement Covid. Alors, les années passent et dans les années 70 jusqu'à 95, il y a une nouvelle génération de musées qui s'affirme avec la présentation de machines in situ et en lien avec l'histoire sociale, les conditions du travail et de la vie. Et il y a une certaine influence du concept d'écomusée venu aussi bien de France que d'exemples scandinaves. Alors, le site d'origine, le bâtiment d'origine, ou les bâtiments d'origine et son paysage sont ultra importants dans cette conception muséographique. En Flandre, en même temps, en 1985, le ministre de la Culture a promis la création d'un dépôt central pour le patrimoine industriel mobilier dans les grands locaux vides de l'abbaye de Henixem, au sud d'Anvers. Son successeur n'a pas tenu parole et finalement, ces espaces ont été donc voués à d'autres choses plus commerciales. Il y a dans la même abbaye le musée de la céramique et de la faïencerie. Mais donc ça c'est un défi qui aurait pu être résolu avec un dépôt central, mais qui n'a pas été réalisé. Dans ces années 70, on a vu donc l'épopée du MIAT, le Musée d'archéologie industrielle et du textile, actuellement Industrie Museum Gent, voué sur, donc, d'une part, le textile, avec des pièces maîtresses qui sont donc reconnues comme Vlaams topstuk, donc des pièces maîtresses du patrimoine flamand, et ces pièces soigneusement désignées ne peuvent sous aucun prétexte quitter le territoire flamand, ne peuvent pas être vendues ou échangées, doivent rester donc dans le territoire flamand. Alors donc un exemple d'un topstuk, c'est donc le moulin Tordre, le coton, milieu du XVIIIe siècle, ou la mule Jenny, la machine à filer semi-automatique, qui est exposée ici donc dans une image que j'ai prise en 2009 avec le travail d'enfants les enfants qui ramassent les déchets de coton. Il y avait un Bowens comme spion de l'Angleterre qui le tient sous œil. Et là, donc ici la présentation actuelle. Cette machine, je l'ai connue dans les années 70. Elle était au Gravensteen, au Château des Comtes. On l'a restaurée d'une manière assez brutale, mais c'est mieux que rien. On a démontré pendant plusieurs dizaines d'années, et finalement, on s'est aperçu que c'était mieux de faire un film avec le fonctionnement et de laisser la machine comme telle. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est un objet qui me tient beaucoup à cœur, un Salvactor. Quand j'ai fait la prospection pour le film Dance en Pologne avec Stijn Konings, on avait donc vu des machines Salvactor de 40 mètres de large, on pouvait la voir gratuitement, mais comme c'était dans un pays de l'Est et que la ville de Gand municipale, c'était assez bureaucratique, on disait on ne va pas s'aventurer là-dedans, mais c'est dommage parce que la machine qui est maintenant ne fonctionne pas, et donc là encore c'est des films et des photos et des miroirs qui rendent vie à cette machine. Autre section, c'est la section imprimerie qui est fort importante. Et donc, dans ce contexte des années 70, nous avons des musées spécialisés dans une ou l'autre branche. C'est le cas pour le musée du tricotage à Saint-Nicolas, qui est installé dans une usine de tricot et animé par beaucoup de bénévoles qui atteignent l'âge quand même octogénaire, donc difficile à transmettre ce savoir aux jeunes. Le musée de la Genièvre et de la distillerie à Hasselt est un des tout premiers bâtiments industriels classés
qui a été soigneusement restauré et doté d'une installation. On a complété l'ancienne installation de la distillerie Tönnissen-Stallingwerf, donc 3e et 4e quart du XVIIIe siècle, avec des installations provenant de différentes régions belges, entre autres de la Wallonie. Ça, c'est Jérôme-Pont-Malmedy, donc une partie d'une distillerie qui a été récupérée pour compléter donc la fabrication de genièvre qui se fait encore toujours sur place. Après une visite, vous avez droit toujours à une dégustation. Très important. Alors, l'économusée du papier, carton et les forces motrices à Alsenberg, pour moi, c'est un des top 5 des musées en Flandre. Vous voyez le piteux état des machines dans les années 70, avec Adriaan Linters et en pantalon court. On a, pendant beaucoup de week-ends, assaini le ruisseau qui coulait à travers l'usine. On enlevait des machines à laver, des saletés, toutes sortes. Et maintenant, ce musée est donc remarquablement en place avec beaucoup de bénévoles. Et ce qui est fantastique, c'est que ce musée est donc encore en partie propriété de l'ancienne famille Windrix, qui donc les descendants de Herissenmolen du XVIe siècle. C'est donc Gérard Windrix et sa femme Myriam Joos qui sont en somme vraiment les passeurs de mémoire, parce qu'ils ont encore connu dans leur jeune temps l'arrêt de l'usine en 1945. Ici, le séchage du papier, les différentes machines pour la fabrication du carton, avec une machine Bollings, donc une machine bruxelloise. C'est la Lada des machines à vapeur, qu'on utilise surtout à la campagne, tandis que la Van de Kerkhoff de Gand, ça c'est évidemment haut de gamme. Elle est en route toujours, et il y a une loi en Flandre qui défend l'utilité de charbon, donc elle est à l'air comprimé qu'elle travaille. Le musée flamand de la mine, années 80 aussi, installé dans le bâtiment social et le bâtiment de paye des mineurs, qui sera donc transformé complètement dans un musée expérimental Be Mine Pit, et on est en train de faire la première phase de ce nouveau parcours découverte plutôt qu'un musée, qui incorporera aussi une toute petite partie du triage lavoir de Beringen dont je parlerai tout de suite. Autre musée, donc c'est le musée de la batellerie et de la navigation intérieure à Baasrode, près de Termonde. Et là, les bateliers peuvent utiliser l'équipement technique pour, entretenir leur bateau. C'est ce qui se fait déjà plusieurs années à Rotterdam, par exemple, en Hollande. Et en Belgique, c'est à mon savoir un des premiers lieux où le musée est vraiment en lien avec l'utile et la servitude de ces installations. Le musée Ypres d'Or, qui connaît Isegem, la Cité internationale de la chaussure et de la brosse, le Zlin flamand, dans une magnifique bâtisse éperon d'or 1927. Vous voyez donc les chaussures éperon d'or, fournisseurs à la cour royale, et à l'intérieur, une merveilleuse collection vouée à la chaussure et à la brosse. Des machines pour faire des chaussures, d'abord artisanales et aussi mécanisées, comme vous pouvez le voir ici, machines qui prennent beaucoup de poids et de place. Juste à côté de ce musée de la brosse et de la chaussure, une merveille, la centrale électrique de la ville de Isegem, avec la machine à vapeur van Koppenholle, qui est toujours en état de marche à l'électricité. Et donc démonstré journellement, c'est vraiment un must pour ceux qui veulent visiter la région de Courtrai. Alors, la Flandre, c'est pas seulement les musées municipaux, c'est beaucoup aussi les musées privés. Un des gens les plus riches, le milliardaire en Flandre, c'est monsieur
le pharaon d'Anvers, Fernand Hutz. Il est en train de retaper maintenant la tour KBC, le premier gratte-ciel européen, pour sa collection d'art. 25 étages, ce sera prêt l'année prochaine. Alors, il a aussi une collection de matériel de port qui est plus grande que le MAS, hein, donc qui est vraiment très spectaculaire. Il a son propre théâtre avec des anciens dockers qui jouent des pièces de théâtre avec ces objets. Donc, c'est un homme qui a le cœur à la bonne place, disons. Je fais quelque chose que je ne peux pas, Monsieur Michel. Non, c'est pas grave. Je vais te libérer. Attends. Excusez-moi. Non, c'est niks. On va gérer. Donc Fernand Hutz est aussi le président de la fondation Phoebus, qui organise des expositions dans le monde entier sur l'art ancien et moderne. Merci. Le Vlatam, le musée du tram et de l'autobus à Berchem-les-Anvers, soutenu par Delaine, est très intéressant. Le mobilier est intéressant, mais aussi donc la fameuse charpente sans poteaux, sans éléments obstruants, une surface de 2 hectares. Je ne parlerai pas des musées bruxellois, bien que juridiquement, Bruxelles est la capitale de l'Europe, de la Belgique et aussi de la Flandre, mais quand même, disons que cette machine à vapeur, cette locomotive que vous voyez sur la gauche, roulait dans le périmètre de ma rue où j'habite à Gand, Land van Waaslaan, transformée dans une avenue résidentielle. La ville de Bruxelles et la région de Bruxelles, c'est vraiment un lieu extraordinaire pour l'histoire des transports, avec aussi bien Outer World, donc une collection d'origine gantoise avec Guylain Mailly comme conservateur, musée qui a fait le tour de la Belgique avant d'aboutir au lieu du cinquantenaire à Bruxelles, et qui est donc situé juste en face du musée de l'armée. Musée de l'armée où il y a une grande section aviation, ce qui complète avec le musée des transports en commun, vraiment le panorama des transports à Bruxelles. Donc je pousse ici. Non, tu pousses là. Oui, ok. Alors vous direz, très bien les Flamands. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de musées fermés. J'avais 3 pages, mais je vous montre juste une page. C'est un triste bilan. Vous voyez que les musées donc fermés, condamnés, vendus à l'étranger, ou fermés de raisons économiques, sont aussi bien provinciales, municipales, mais surtout c'est des musées d'entreprise. Et là, je citerai plus en détail Energia, ouvert de grands ponts par Guy Verhofstadt en 1986 à la centrale de Langerbrugge, avec un musée du gaz à Louvain, avec le musée de l'électricité à Zwevegem et la centrale hydroélectrique de Beversee-Malmedy, tous de Electrabel, EBS Electrabel. Il y a eu un nouveau directeur, et puis qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle modification des ambitions patrimoniales, et donc fini le musée. Après 9 ans, fini le musée Energia, dont une infime partie se trouve maintenant au 2e étage du musée du chocolat à Bruges. C'est la fameuse collection sur la lumière du collectionneur M. de Vogelaar de Alost. Autre musée vendu en Chine, c'est le musée de l'agriculture avec environ 2000 engins de grande taille, la plupart, qui a été donc vendu par un fabricant de tracteurs à Zwevenzele, dans les bas-fonds de la Flandre, là où il y a plus de cochons que de personnes de population.
Alors, donc, pour conclure cette partie, il y a aussi les associations patrimoniales qui sont derrière la plupart de ces musées, qui ont une influence, qui les gèrent aussi au niveau local, quelques 300 associations sur les châteaux d'eau, sur les orgues, sur toutes sortes de matières. Et aussi au niveau régional, il y a donc la coupole VVA, qui est la plus ancienne, en somme, une des plus anciennes associations régionales européennes, qui a été aussi complétée par le CIVE, qui a mis aussi beaucoup d'efforts sur le patrimoine scientifique et dans la tache blanche qui était Louvain, apporté beaucoup d'actions dans le centre du pays et dans la province du Brabant flamand, et puis qui a été donc substitué par le ETWI, de Expertisecel voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed. Troisième partie, la conservation de machines in situ, un grand défi. Vous voyez ici la forge du Zuiderperseus, la maison hydraulique du sud d'Anvers, en activité. Alors là, donc, les choses qui sont tenues vraiment en place, il faut citer aussi l'apport des universités avec le Thermotechnisch Instituut de l'Université de Louvain, campus des ingénieurs, l'ancien campus situé à côté du château Arenberg. Et vous voyez donc une ancienne photo, c'était pour l'enseignement des ingénieurs. Maintenant, c'est plutôt un lieu de réception où on fête les doctorats et donc les événements publics de l'université. Un lieu assez magique, presque inconnu. La distillerie Verliers à Dens, une des 15 distilleries à Genièvre en Flandre en activité, à mon avis la plus importante et la plus belle. Pas la plus primitive, ça c'est à Balgem, ça c'est encore une distillerie qui fonctionne avec du charbon. Ça c'est une petite exception à la règle. Je ne sais pas comment ils obtiennent cette exception. Peut-être que le ministre de temps en temps reçoit une partie de la production. Alors, très intéressant, c'est la maison de pompe qui était donc en lien avec la cale sèche numéro 13 du port d'Anvers. Cette cale sèche n'existe plus. Le Pumphuis, la salle des machines, oui. Et c'est donc un ami anversois qui a installé un restaurant de classe là-bas. Et donc, c'est un pont roulant sur lequel il y a des tables du restaurant. Et qui est donc au premier étage, tandis que donc, dans les sous-sols, vous voyez les pompes qui actionnaient donc la manutention de la cale sèche. Maintenant, on construit un pont au-dessus, un tunnel en dessous, et le restaurant a dû déménager temporairement pendant 5 ans et la finition du nouveau ring d'Anvers. Voici la deuxième jigger, donc une machine très importante, assez unique. Il y en avait donc plus de 300 dans le port d'Anvers. Il y avait ce système hydraulique avec 24 km souterrains de conduite. C'était donc l'eau qui était vraiment la force pour ouvrir des écluses, pour manutention de ponts, pour les grues à eau, donc les grues hydrauliques, et donc aussi les jiggers, les appareils de levage. Pour le moment, le bâtiment même figure comme archive municipale de la ville d'Anvers. Voici donc ce Zuiderperseus, dont les touristes américains parfois disent « Is this the Cathedral of Antwerp ?» Non, ce n'est pas la cathédrale, elle ne se situe pas là. Elle a 2 tours, celle-là, c'est les 2 contrepoids qui sont à l'intérieur et dont il reste un exemplaire et qui donc servait à la manutention du port du Sud. Les machines à vapeur sont démantelées, mais ce qui reste, c'est un vrai paradis de la mécanique avec des bancs à tourner qui ont été donc produits par Kai Allo à Molenbeek-Saint-Jean. Donc, juste derrière la fonderie, donc une section de la fameuse fabrique de l'île Fife. Dans cette même complexe, vous avez donc les forges qui sont animées par des bénévoles de l'Académie des Beaux-Arts. Il y a un bâtiment nouveau derrière qui a été
en somme construit illégalement. Il a été, disons, légalisé par après. Et maintenant, ces nouveaux habitants, des vrais yuppies, se plaignent de la peu de fumée qu'il y a sur leur terrasse qui provient de cette affreuse forge. On a donc dû cesser les activités de cette fameuse forge temporairement. Donc c'est encore un litige en justice. Voici un des monuments vivants en Flandre, l'ingénieur Albert Himmler, pas de la famille de Himmler comme ça, pour être sûr, l'ancien directeur du service technique du port d'Anvers. Sans lui, la défense du patrimoine fluvial anversois ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Beaucoup de sites sont à l'abandon, beaucoup de collections sont en air libre, c'est vraiment voué à un avenir incertain. Beaucoup de petits musées qui ne sont pas des vrais musées, mais plutôt des antennes de visite, sont ouvertes très irrégulièrement, ouvrent, ferment de nouveau, et selon les grés de la gestion des services. Ici, vous voyez une centrale électrique à Gand, une sous-station transformée en mosquée. J'ai essayé tout ce que je pouvais pour garder quand même une grande partie de l'équipement technique. Et vous voyez que c'est une salle de prière pour les femmes où elles sont moins en nombre de visites à cette mosquée. Et donc, on a pu garder dans ces espaces la plupart des transformateurs électriques. C'est intéressant et libre accès, venez voir cela. C'est un très bon exemple de réutilisation spontanée. Le charbonnage de Beringen, pièce maîtresse qui n'est pas encore restaurée, c'est le triage lavoir. Voici donc ce triage lavoir muni complètement encore de son équipement technique. Alors, les propriétaires, promoteurs veulent en faire un bois artificiel avec des vrais arbres dans les machines et à travers les bâtiments, enlever le toit et en faire des galeries d'art et des wellness centers et tout ça. On a vraiment eu beaucoup d'objections contre ce projet et grâce à des publications, beaucoup de pourparlers, une exposition itinérante par ailleurs présentée au Bois du Casier, merci Jean-Louis, il y a quand même un dialogue qui s'est mis en place pour la réalisation qui sera moins brutale que prévu au début. Alors, on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs, on dit ça en Flandre, on dit ça en Wallonie ? Oui, voilà. Alors, évidemment, il faut des compromis. Un bon compromis acceptable, c'est que le tiers de cette centrale électrique de Gand a été sacrifié pour un centre interculturel. Et vous voyez donc la manière dont ça se présente. Donc, le gros des installations a été conservé. Mais quand même, il y a une salle intéressante avec donc des spectacles surtout et organisés par la communauté surtout turque et pas en même temps kourde et maghrébine à Gand, ce qui fait 15% de la population. Autre exemple illustre, c'est donc la fabrique à air, de Luchtfabrik, dans le charbonnage de Zolder, où il y avait donc la fabrication d'air comprimé pour donc actionner les machines dans les mines, dans le sous-sol, dans le souterrain. Et donc on a construit donc un nouveau bâtiment école et une partie du centre culturel de Heusden-Zolder à côté. Ce qui fait que le bâtiment central est voué pour des expositions et pour donc vraiment une approche didactique du site. Le chevalement sera restauré donc en 2025, ce qui complétera la restauration de la mine de Zolder, la dernière à avoir fermé en Flandre, c'est-à-dire 8 ans après la dernière fermeture wallonne, le Roton,
en 1992, donc 8 ans après le Roton. Alors, autre possibilité, je reste avec les centrales électriques, c'est un terrain de sport. Donc, le sport plein air, mais aussi donc, la plongée sous-marine dans des citernes à essence. Et donc, l'essentiel de ce bâtiment, qui était le musée de l'électricité et d'Electrabel, est maintenant voué à un centre sportif, pôle sportif de la Flandre occidentale, ce qui s'appelle Transfo, beau nom. Dans le parc de voisinage, la filature et le tissage de Porre à Genbrugge, près de Gand, c'est une usine textile dont on a donc sauvé une seule turbine. On l'a mis dans une espèce d'aquarium pour protéger contre le vandalisme. Et en même temps, il y a des expositions en plein air avec les témoignages des anciens ouvriers. Et c'est dans ce même site que les bancs de ce petit parc de voisinage se composent de pierres de la maison du peuple de Victor Horta. Donc on s'en sert pour s'asseoir dessus. Alors les grues portuaires, éléments isolés, sont rassemblés en paquets en verse avec toutes les générations de grues à partir des grues hydrauliques, les grues à vapeur, les grues électriques. Elles sont groupées, il y en a 24 en tout, tandis qu'à Gand, par exemple, il y a aussi une collection de grues, mais elles sont plus espacées et de préférence dans les lieux d'origine, avec chaque fois une histoire spécifique du lieu. Ça, c'est Gand-Plage. C'est un site provisoire qui est maintenant en partie remplacé par des nouvelles habitations. Donc là, c'est, disons, plus authentique et certaines de ces grues peuvent être montées sur les escaliers et d'où on jouit d'une belle vue sur le dock. Le projet s'appelle La Charnière, c'est-à-dire une charnière entre la périphérie de Gand et le centre, avec le bassin de l'entrepôt au milieu. La Flandre, c'est le pays des moulins à vent et beaucoup moins des moulins à eau. Et un de ces moulins à vent est unique en Europe. C'est un moulin pour le treillage du lin. Donc, en tournant la route avec une espèce de manivelle ou de trépied, ou bien avec le vent, on libérait donc le lin, les fibres de lin du bois central au milieu de la fibre. Il était cassé et donc ça c'était du bois qui était donc utilisé pour l'industrie du meuble. Voici donc une visite de Tequis, Mexico et Catalogne que j'ai guidée donc l'année passée à Courtrai. Aïe, 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 aïe. C'est une autre méthode. Attends. Donc on est à cette image-là. Attends, je crois que Non, il faut... Attends, hein. Ici. Oh. Et voilà. Oui. C'était pas ça? Non, c'est rien, c'est rien. Je vais te retrouver. Donc le musée du lin, j'en parle pas, mais donc Texture, c'est le grand musée de découverte de la région du bassin de la Lys, de la vallée de la Lys, qui se trouve à Courtrai. Mais autour de ça, il y a toutes sortes de petits pôles muséographiques, dont donc ce fameux moulin est donc un des vraiment joyaux. Excusez-moi, maladresse. Voilà. Alors, des moulins à eau, il y en a pas mal qui fonctionnent encore. 25 sont journellement utilisés pour, par exemple, la production d'avoine moulue ou donc de différents produits pour boulanger. Et ça, c'est mon ami Roel, qui est menuisier, qui est en même temps meunier à Wetteren dans le Van Ouwersmeirenmolen. Donc c'est du patrimoine vivant et lui et sa famille ont vraiment veillé à l'authenticité de ce site extraordinaire où on organise chaque fois, chaque week-end, des
des ballades. Ils ont par exemple trouvé des plaques de verre des anciens meuniers et alors ils invitent quelqu'un du musée de la mode d'Anvers pour expliquer la mode ouvrière, qu'on oublie toujours. Justement, pour quand même encore mettre en exergue et en relief l'apport de Guido van der Rust, bruxellois, bilingue, qui a contribué à la conservation des machines de Willeman Scuppens avec des anciens du métier dans un espace culturel à la bibliothèque de Forest. Au premier étage, je montre deux machines, une machine de frigorification new-yorkaise assez unique en Belgique. Alors, typique pour la Flandre, c'est le décret patrimoine fluvial. Ça existe en Wallonie. Donc des bateaux peuvent être classés, mais aussi des bateaux qui naviguent encore. Et c'est donc le cas pour ces bateaux-là qui forment le musée donc de la navigation intérieure, qui se déplace donc à travers la Flandre. À Zeebrugge, il y a le Cranjon. À Ostende, l'Amandine. Là, il est cerné dans le verre en face de la gare. C'est un bateau typique pour la pêche de crevettes. En face, on peut déguster les crevettes. Et donc, c'est des monuments historiques. Le voilier Mercator, qui devrait être à Anvers parce qu'il faisait partie du patrimoine anversois. Et donc, mais il est dans une ville tout à fait différente. Et on est habitué à cela à Ostende. Il y a souvent des drames qui se passent. Et un de ces drames, c'est donc l'élévateur à vapeur de grains de Port d'Anvers, le tout dernier. Le tout dernier qui a été donc en 1985 vendu pour le prix de la ferraille au musée maritime de Rotterdam et aux amis du musée de Rotterdam. Ceux-là étaient très contents, la ville d'Anvers ne voulait vraiment pas. C'était le socialiste Coles, qui était donc bourgmestre, qui voulait aussi détruire la gare centrale d'Anvers parce qu'il y avait une petite pierre qui avait tombé sur une madame qui promenait son chien. Donc des choses comme ça, c'était courant à ce moment-là, donc ça a quand même changé beaucoup. Alors, les bénévoles du musée maritime de Rotterdam, ils ont restauré ce monument. Et une fois qu'il a été restauré, les Anversois ont dit on a fait un couac. C'était la pièce maîtresse de Rotterdam. Alors, il était visité par 300 000 visiteurs par an. Et alors là, par après, le ministre van Diependael de l'N-VA, donc le ministre barbare, comme on appelle, il a déclassé 219 monuments historiques en 3 ans et demi. Alors là, fondation d'une espèce de plan de gestion pour ce patrimoine signé par le musée de Rotterdam et la communauté flamande. Évidemment, tout cela, c'est tiré par les cheveux. Et maintenant, on le considère comme patrimoine fluvial flamand. Mais il reste à Rotterdam. Donc ça, c'est vraiment vous montrer un des exemples. Je ne vais pas m'approfondir là-dessus. Un exemple tout à fait surréaliste, c'est l'année du surréalisme. Il y a 100 ans, André Breton fondait le surréalisme. Et René Magritte peignait ses premières toiles surréalistes. Eh bien, un site tout à fait surréaliste, c'est la fondation Verbeke à Kamzeke, dans les bas-fonds, campagne Flandre orientale de cette province, à 25 km de Gand. C'est donc un grand parc naturel où un producteur de caravanes et de constructions métalliques a changé de vie et a commencé donc un hôtel brousse. On peut s'aventurer et loger dans cette zone naturelle où de temps en temps on rencontre une partie d'une autoroute non construite ou d'un portail énorme en métal ou une ancienne grue donc hydraulique du port d'Anvers, très rare exemplaire, des hélicoptères de sauvetage ou encore des machines et des passerelles pour monter sur des navires dans le port d'Anvers, tout à fait hors de leur contexte.
Bon, ce n'est pas le bon exemple, mais quand même, il faut montrer aussi les exemples qui font rêver. Conclusion. En Flandre, les musées ont une place importante dans la préservation et la présentation du patrimoine industriel mobile. Les musées et collections privées en Flandre sont dans plusieurs cas moins durables que les musées publics. Dire que le secteur, comme la NVA le fait, que les musées privés ont une place très importante et sont symbole de la durabilité, c'est dénié par les faits. Il y a une surreprésentation du patrimoine de certains secteurs plus faciles, brasserie, chocolaterie, aliments, moulins, tandis qu'au niveau du nucléaire, par exemple, il reste très très peu. Il y a juste 2 très anciens réacteurs qui sont classés, le BR53 à Mol. Hein. Mais bon, donc les secteurs difficiles, on en parle peu. Triage Lavoir de Beringen, très difficile de garder. Les reconversions sont souvent peu scrupuleuses. Ça, je l'ai déjà montré avec plusieurs exemples. Donc, il s'agit de trouver un bon équilibre entre la conservation et le renouveau des anciens bâtiments industriels, un très grand défi en Flandre comme ailleurs. Et encore, en tant qu'enseignant à l'Université d'Anvers, une autre casquette que j'ai tenue pendant 25 ans, il n'existe pas de formule standard pour trouver un bon équilibre. Et dans chaque recherche, chaque doctorat, chaque mémoire de licence sur un bâtiment industriel est une aventure et a sa spécificité. Il serait bien, finalement, que les experts du nord et du sud du pays intensifient leurs contacts et d'échanges et d'expériences en matière de conservation des machines. Flandre, Bruxelles et Wallonie, une lutte commune. Je vous remercie. Merci Patrick. Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant passer entre le matériel et le virtuel. Et donc, il s'agit d'Arnaud Schenkel et de Henri Louis-Guillaume de l'ULB. Voilà, hop. Les 2 pas enregistrés. Pof, pof, pof. C'est ceci, hein, oui. Oui, et donc c'est contrôle. C'est contrôle L. Voilà. Et donc c'est classique, là pour avancer, reculer, et là pour pointer. Ok. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la numérisation et de la restitution et exploitation virtuelle de données de statues en bronze. Alors, on a créé, il y a quelques années, ça fait à peu près 3 ans, on a obtenu un projet ARC à l'ULB qui était sur le thème de l'usage de la sculpture et l'industrialisation de la sculpture, ainsi que ses nouvelles évolutions. Donc c'est un projet qui est à l'initiative du professeur Sébastien Clairbois et qui est réalisé dans le cadre de cet appel, projet ARC, donc un appel de recherche concerté, qui est de la communauté française de Belgique. Alors, ce dernier réunit plusieurs acteurs, donc l'Université de Bruxelles, aussi bien au niveau du Créa Patrimoine que de la plateforme Panorama, dont nous faisons partie, l'Université de Rouen, l'Université de Paris-Nanterre, le Musée Rodin et l'Université de Lyon. Alors, usine, avant tout, c'est l'industrialisation des pratiques dans la sculpture au niveau de la Belgique et plus particulièrement à la moitié du XIXe siècle. Donc, c'est ce qui est stimulé par la révolution industrielle. La sculpture va subir de nombreuses transformations, de passage d'une sculpture qui est liturgique, qui est pour les élites. On va commencer petit à petit à avoir des artistes qui vont produire des sculptures pour le public, pour la petite bourgeoisie, et il va falloir évidemment multiplier toute cette statuaire, et à ce moment-là, comme on est en plein moment de l'industrialisation,
on essaye de trouver des nouvelles techniques pour la reproduction de ces statues. Donc, ça va toucher la statuaire publique, l'industrialisation des fonderies, l'émergence de la petite statuaire, comme je le disais, popularisation de différentes images sculptées, industrialisation de l'artisanat, introduction de nouvelles méthodes telles que le pantographe et des techniques de pointage. Donc nous, ce qu'on va véritablement regarder au niveau de notre plateforme d'acquisition, ce sont toutes les traces techniques sur ces statues qui permettent une identification et une identification de l'évolution des pratiques de la sculpture. Alors, première problématique, parce qu'il y en a plusieurs, c'est premièrement la production des modèles qui sont à des fins d'études scientifiques, modèles 3D, et notamment on va travailler sur des statuaires en bronze. Alors, la problématique, c'est qu'on est sur une matière qui est reluisante, qui est un métal, et réussir à faire des acquisitions 3D sur quelque chose de reluisant est extrêmement complexe. Donc il a fallu, évidemment, en amont du projet, essayer de déterminer quelles sont les méthodologies et les techniques qui sont les plus adaptées, évidemment, à ce type d'acquisition. Autre problématique, c'est que bien souvent, ces statuaires sont en creux. Donc ce sont des moulages, et il va falloir pouvoir étudier des traces de cette industrialisation, et là où les traces sont véritablement visibles, ce n'est pas sur la surface extérieure de la statue, mais bien souvent sur les surfaces internes de la statue. Donc il va falloir pouvoir visualiser ça et en même temps acquérir cette donnée qui est logiquement invisible à l'œil nu, vu que c'est l'intérieur des statues. Alors, pour l'acquisition, au niveau d'usine, on a travaillé particulièrement dans notre propre laboratoire. On a un laboratoire d'acquisition complet qui nous permet de faire différents types d'acquisitions. Donc, Panorama est doté de matériel d'acquisition tant pour la photogrammétrie, la lasergrammétrie. Nous faisons aussi de la thermographie, du multispectral, etc. Mais en ce qui concerne les bronzes, on a décidé de s'attaquer à ces statues, surtout en photogrammétrie. Donc on va devoir produire des assets, comme je l'ai dit, d'un bronze qui est reluisant. Et pour ce faire, on a choisi une technique qui est la polarisation croisée en photogrammétrie. Ce qui va nous permettre également d'acquérir de nombreuses microtraces qui ne sont pas visibles à l'œil nu, vu qu'en polarisation croisée, vu l'augmentation de contraste de cette méthode et aussi de l'élimination de tout ce qui est ombrage et de tout ce qui est reflet, on va pouvoir voir mieux certaines traces sur la surface de ces statues. Alors, dans cette recherche, évidemment, comme nous travaillons avec des historiens de l'art également, nous avons d'autres problématiques qui sont par exemple la calibration colorimétrique. Alors, la calibration colorimétrique en muséologie est très simple. On se met sur des normes qui sont soit européennes, soit américaines, donc la norme FADGI ou la norme Métamorphosis, et on prend les photos normalement. Malheureusement, ici, on va travailler en photogrammétrie en polarisation croisée, ce qui implique qu'on va avoir une différence colorimétrique dans le spectre qui est polarisé. Donc ça, c'est déjà une problématique. Ensuite, il va y avoir l'inspection en elle-même en photogrammétrie des intérieurs, et pour essayer de réussir ça, on s'est tourné vers du matériel endoscopique afin de pouvoir faire l'intégralité des intérieurs des statues et de recoller évidemment les modèles intérieurs et extérieurs. Puis, parti sur cette lancée, on s'est dit, comme on travaille sur de la sculpture, on va en profiter pour réaliser des impressions 3D pour voir si on arrive à reproduire ces traces et voir la complexité des modèles à travers de nouvelles technologies qui permettent ensuite une vulgarisation du modèle, tant pour les étudiants que pour le public. Et dernièrement, évidemment, il y a une intégration aussi de génération par intelligence artificielle de différentes couches du modèle, surtout au niveau des couches de surface qui composent ce qu'on appelle le shader, c'est-à-dire les textures qui composent l'intégralité du matériau de la sculpture, et particulièrement sur les couches de roughness, ce qui donne la granulométrie d'un objet qu'on prend en acquisition, les données de normal map aussi, ainsi que les données de réflectance,
et on essaie évidemment d'avoir une reproduction à l'identique, un jumeau numérique, pardonnez-moi l'expression, de la couche de surface de ces statues. Alors voilà à peu près à quoi on arrive, c'est-à-dire que on fait une... Alors j'essaie de voir où est le pointeur. Ouais, voilà. Parfait. Donc on travaille en macrophotogrammétrie, en plus d'être en polarisation croisée pour obtenir les microtraces. Et on obtient des modèles qui sont extrêmement détaillés sur les traces et toute la tracéologie qu'on peut voir sur les statues, qui sont visibles dans le mode de normal mapping. L'utilisation endoscopique dont je parlais sur un matériel que nous avons nous-mêmes adapté afin de pouvoir rentrer à l'intérieur des statues et faire l'acquisition 3D de l'intérieur, même dans les zones qui sont extrêmement difficiles, comme par exemple le cou de cette statue. Et pour finir, on va faire un système d'annotation directement sur le modèle 3D pour permettre de réaliser aux professionnels de l'archéologie et de l'histoire de l'art un thésaurus multilingue des différentes traces que l'on peut trouver sur les statues de cette période. Alors, expliquons la polarisation croisée. Voilà à peu près le matériel qu'on utilise. Évidemment, il évolue continuellement en ce qui concerne dans notre laboratoire, vu que nous développons la plupart de nos méthodes. Donc ici, on travaille sur une automatisation complète et non intrusive de l'acquisition des statues grâce à un montage appareil photo, système de lampes qui sont évidemment l'intégralité est calibrée et l'intégralité est aussi entièrement motorisée afin d'être le moins intrusif possible sur l'œuvre d'art. Ce qui nous permet d'obtenir des acquisitions telles que celle-ci. Vous avez ici une image qui est l'image réelle de la photographie avec le flash ou la lumière, la colorisation en polarisation croisée, et ensuite le modèle texturé avec l'intégralité des shaders qui sont reconstitués pour avoir aussi bien les reflets que les ombrages réels, et sa différence avec la polarisation croisée. L'intégralité de ces statues, comme je disais, sont aussi prises extérieures-intérieures, ce qui nous permet de faire une analyse de la tracéologie extérieure des statues, mais aussi intérieure, et de voir la correspondance des différents, par exemple, types d'attaches que nous avons à l'intérieur du moulage, et faire aussi un état des lieux de l'état de ces statues pour la conservation future. L'acquisition interne étant faite et l'acquisition externe aussi, à l'endoscope, le tout est placé dans un système d'information qui est entièrement en ligne et qui permet de prendre aussi bien des mesures que de créer les annotations qui sont reliées ensuite à un site internet qui permet de générer le thésaurus. Alors, on est tombé évidemment sur différents cas pratiques différents dans notre laboratoire, sur différentes statues. Nous avons le cas par exemple de cette statue-ci qui a été analysée ensuite par le laboratoire Format avec un XRF, parce que la statue en elle-même était très légère, on se posait des questions sur le matériel en lui-même. Dans les archives, elle était archivée comme étant une statue en bronze, alors que ce n'était pas du tout le cas, c'est une statue qui était en alliage, et c'est grâce aux analyses de format qu'on a réussi évidemment à faire ce type de découverte, alors que dans les archives, ce n'est pas du tout, ni dans les inventaires, noté comme il se doit. Alors la plateforme Panorama en elle-même a travaillé également avec le musée de la Fonderie de Bruxelles. On a travaillé sur une pièce qui est la Sainte-Cécile d'Émile Jespers, avec le professeur Clairbois, et qui a servi didactiquement aussi à montrer aux étudiants comment la méthode peut être reproductible et utilisée dans leurs travaux. Donc on leur a montré dans le laboratoire comment sont placées les pièces, les études à l'endoscope pour voir l'intérieur de la pièce et comment elle est fondée, et ensuite l'acquisition 3D elle-même de la Sainte-Cécile pour leur montrer les différentes étapes du workflow. Alors là, vous avez par exemple les visions endoscopiques de la manufacture de l'œuvre, où, sans pouvoir rentrer dedans, on n'imagine pas qu'on a encore l'ensemble des tenons, par exemple de la tête, des bras et les emboîtures qui vont avec, ainsi que différents tenons particuliers qui renforcent la structure de l'intérieur de la statue. Tout ça est ensuite
remis ensemble, vu que c'est une somme assez importante de données, et est mis dans une plateforme de visualisation et d'analyse. Usine, c'est aussi bien la donnée archéologique, histoire de l'art, données brutes, scientifiques, que la vulgarisation. Donc là, on va partir sur l'analyse scientifique qui, en fait, prend en compte les différentes dimensions d'acquisition des statuts, qui passent de la numérisation dans les 3 dimensions, avec la coopération de différentes parties de l'université, et qui permettent ensuite la création d'un outil complet d'annotation des différentes microtraces sur les statuts pour l'établissement du thésaurus. Alors, je vous invite peut-être à visiter le site en lui-même qui s'appelle Usine. Il suffit de taper Usine ULB statuaire dans Google et vous tomberez dessus. Et vous avez aussi les modèles de vulgarisation dont les shaders sont entièrement refaits ici, parce que le modèle en nuage de points sur lequel travaillent les scientifiques n'a pas un shader qui est complet. Pour la vulgarisation, nous produisons des modèles maillés avec des shaders complets PBR, c'est-à-dire Physically Based Render, donc naturel. Et évidemment, il y a toute l'étude de la fiche de chacune des statues pour avoir accès à ces statues au modèle 3D et pouvoir les analyser. Alors, en ce qui nous concerne, pour la notation 3D, c'est mon collègue qui l'a fait, mais le principe était simple. On se demandait comment pouvoir interfacer facilement dans un modèle 3D un système d'annotation. Et nous avons codé pour ce faire, dans le système que nous utilisons et qui est open source, l'utilisation des photos d'acquisition 3D lors de la photogrammétrie, reprendre ce modèle en 3D dans le système et recoller parfaitement un lot d'images particulier afin de pouvoir permettre aux historiens de l'art qui n'étaient pas très d'accord avec la colorisation en polarisation croisée, les photos réelles pour réaliser les annotations entre le modèle et les acquisitions 2D. Alors, on arrive à faire dans ce système évidemment différents types de points de mesure pour les archéologues, aussi bien la mesure de la position d'un point sur le modèle que des mesures de distance, des mesures de surface, des mesures de volume, d'angle, etc., ainsi que le système d'annotation en lui-même, qui reprojette directement sur le modèle 3D, depuis les images, l'annotation tridimensionnelle. Le tout est relié à une base de données qui permet évidemment à chaque chercheur de faire ses propres annotations sur la statue et de pouvoir ensuite les commenter. Donc ça se passe un peu comme ça. Les chercheurs viennent s'inscrire sur le système, intègrent leur propre statut s'ils le souhaitent, et permet aux autres chercheurs de faire l'intégralité des annotations pour sortir un thésaurus sur toutes les traces d'industrialisation dans la statuaire du XIXe siècle. Ce qui donne ensuite évidemment les interactions entre chercheurs, parce que chaque chercheur peut évidemment avoir une différence de définition pour certaines traces. Et à ce moment-là, nous avons pensé à intégrer un système de vote entre chercheurs afin de pouvoir déterminer quelle est la meilleure définition pour une trace particulière. Et voici. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci. Alors, pour terminer la journée, nous avons encore un exposé où on va revenir dans le modèle, dans la réalité physique. Vous venez toute seule ou... Oui, toute seule. Voilà. Avec un... Donc, je vais d'abord mettre le... Donc, je me pose... Voilà. Donc, je me disais ça parce que comme il y a deux orateurs, donc c'est pour ça que je me posais la question. Mais finalement, c'est moi qui m'y colle. Voilà. Voilà. Et c'était... C'est un PowerPoint ou... C'est un PowerPoint tout ça? Oui, c'est un PowerPoint. Oui, donc c'est... Voilà. Et voilà. Donc, c'est un exposé qui nous vient de deux historiens de l'art, archéologues, et qui ont travaillé sur deux machines textiles de l'Industrie Museum de Gand. Je t'en prie, Sarah, tu as la parole.
Tout d'abord, merci au comité de nous avoir invités et puis merci aussi à vous d'être restés jusqu'au bout pour cette dernière communication intitulée « De fil en aiguille, l'étude dendro-archéologique de la Houten Twin Molen et de la Mulgeny, deux machines textiles de l'Industrium Museum de Gand ». Hériter et transmettre nous responsabilise et nous engage à agir pour la valorisation et la revalorisation de ce patrimoine. Évidemment, cet engagement vaut pour tout type de patrimoine, y compris la niche très ciblée du patrimoine mobilier industriel. Le patrimoine mobilier industriel est un témoin de l'ingéniosité humaine, une narration visuelle de l'évolution technologique et sociale qui a façonné notre monde moderne. Dans de nombreux cas, ce témoin est aujourd'hui devenu silencieux. Après un sommeil de plusieurs décennies, il n'est pas toujours évident de le réveiller aux consciences du présent. Origine inconnue, pièces manquantes ou démontées, matériaux dégradés et parfois fonctionnement entièrement oublié. Dans ces circonstances, comment parvenir à valoriser un objet qui a perdu tous les attributs qui forgeaient son identité ? Ainsi, force est d'admettre que la sauvegarde du patrimoine passe nécessairement par sa conservation et sa connaissance. Connaître ses origines, la localisation, l'époque, le contexte d'apparition, comprendre son fonctionnement, qui comprend évidemment son utilité, les gestes de manipulation, identifier ses matériaux, entre autres pour sa conservation et sa restauration. Mais ces deux étapes ne serviraient à rien si elles n'intégraient pas une réelle volonté et une stratégie de diffusion. C'est exactement dans cet esprit que l'étude de la Mulgeny et de la Houten Twin Molen de l'Industrium Museum de Gand a été entreprise. Nous avons été contactés par Peter Nerings à l'occasion de la remise en valeur des deux Topstukken exposés dans une nouvelle scénographie moderne. Le laboratoire de dendrochronologie et des monuments de l'IRPA se sont associés pour mener à bien une recherche interdisciplinaire sur les deux machines textiles, une première pour nous dans le domaine du patrimoine industriel belge. Les principales questions des commanditaires pour la Twin Molen concernaient la datation de cette machine pré-industrielle, qui est sans doute, d'après eux, le plus ancien retordoir existant au monde, mais aussi sur sa destination et son fonctionnement, la machine n'ayant jamais été vue en action. Un millésime gravé sur le tambour, 1789, donne une indication sur l'époque d'utilisation de ce retordoir. La question se pose naturellement de savoir s'il s'agit de la date de sa construction. Ensuite, les commanditaires se sont interrogés sur le rôle des lanternes de diamètres différents qui étaient stockées avec la Twin Molen. Quant à la Mulgeny, les principales questions des commanditaires concernaient la datation et l'origine géographique du métier à filer. Le bâti était en bois, contrairement au modèle plus récent en fonte, et le chariot comptait un nombre restreint de broches, une trentaine. Il pourrait s'agir, d'après eux, de la machine importée illégalement en pièces détachées d'Angleterre en 1797-98 par l'industriel gantois Leven Bowens. L'Angleterre étant pionnière dans l'industrialisation du filage du coton, elle protégeait jalousement ses inventions et ouvriers, maîtrisant ses nouveaux savoir-faire. Il pourrait également s'agir d'une copie réalisée sur le modèle anglais, soit en 1798 pour la fabrique de Bowens à Passy en région parisienne, soit pour sa fabrique à Gand fondée en 1800, ou encore pour celle installée à Tronken en 1804. Une autre hypothèse des commanditaires serait que la Mulgeny exposée au musée aurait été plus longue ou double et raccourcie au XIXe siècle. Il se base sur une illustration que vous voyez à l'écran de 1808 de la filature Bowens de Gand, où l'on peut voir des doubles Mulgeny, ainsi que sur une note de 1908 du conservateur du musée Alphonse van Werweyck, indiquant que la Mulgeny avait été raccourcie de 48 à 24 broches. Ou encore, la Mulgeny exposée à l'Industrium Museum pourrait être celle mentionnée dans plusieurs archives de Gand, du fonds Napoléon de Pau, soit une commande, elle appartiendrait à une commande de 100 Mulgeny pour la fabrique de Gand datée de 1801, soit pour la commande stipulée dans une lettre datée de 1804, ou enfin la description de deux modèles commandés à une date indéterminée, la première de 72 broches et la seconde de 300 broches. Il est à noter que M. de Heert indique dans son ouvrage de Mulgeny que sa limite d'âge théorique se situe entre 1792 et 1830 et qu'il est presque certain que la machine n'a pas été construite avant 1810.
Pour répondre aux attentes du musée et accroître les connaissances relatives à ces deux machines, une panoplie de méthodes d'analyse ont été appliquées, à commencer par des recherches historiques en archives et dans les traités de l'histoire de technique, le but étant de comprendre le fonctionnement, identifier et nommer les différentes parties des machines. Les principaux documents consultés ont été les documents d'archives appartenant à l'Industrial Museum de Gand, l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences et des arts des métiers de Diderot et d'Alembert, ainsi que 2 traités du XIXe siècle sur l'industrie textile et la mécanique, conservés au centre de documentation du centre touristique de la laine et de la mode à Verviers. Il s'agit du traité complet de mécanique appliquée aux arts de Bornis de 1820 et l'essai de l'industrie des matières textiles de Alcan de 1847. Pour l'analyse matérielle et technique du bois, nous avons entrepris une série d'identifications des essences afin de lister celles qui ont été utilisées pour vérifier s'il y a un rapport entre leur répartition et leur utilisation. Nous avons également relevé les traces de mise en œuvre du bois et les traces d'usure liées au fonctionnement de la machine pour comprendre sa construction et son évolution. Ensuite, nous avons mené une étude dendrochronologique afin de dater les différentes parties des machines, mais aussi pour distinguer les parties d'origine et les potentielles interventions postérieures. Enfin, nous avons entrepris l'analyse matérielle et technique du métal en identifiant la composition des pièces métalliques à l'aide d'un appareil XRF portable. Donc, il s'agit d'un module d'analyse qui fournit des résultats semi-quantitatifs qui permettent de déterminer les types d'alliage. Nous avons également étudié les techniques d'assemblage et de fixation pour identifier des pièces liées à la mise en œuvre ou au fonctionnement des machines, ainsi que pour établir leur origine afin de détecter de potentielles réparations. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, ce que nous avons découvert concernant la Twin Molen. Grâce aux recherches menées dans le Diderot et d'Alembert, nous avons pu répondre aux premières interrogations du musée concernant la Twin Molen. Nous avons non seulement identifié chaque pièce composant le retordoir en créant un lexique, mais nous avons surtout identifié le modèle, sa destination et son fonctionnement. Il s'agit d'un moulin ovale simple, destiné à tordre un fil fin, probablement du lin, sans doute utilisé comme fil à dentelle. Cette conclusion s'appuie sur plusieurs indices. D'abord, la présence d'un nombre important de rouages. En effet, afin de tordre un fil très fin comme le lin ou la soie, il est nécessaire d'augmenter le nombre de rouages pour obtenir un mouvement le plus doux possible. Deuxième indice, le type de bobine. Il s'agit de bobines à couronne et fil de fer, qui s'apparentent fortement aux bobines utilisées pour les moulins à soie. Ce type de bobine remonte à la création du premier modèle de retordoir pour tordre le fil et la laine, le modèle carré. Ce modèle carré, qui a été abandonné pour le modèle rond, parce que la courroie qui tournait sur une ligne droite causait des mouvements trop irréguliers, ce modèle rond a été lui-même abandonné pour le modèle ovale, parce que les dividoires étaient soit trop loin, soit trop près des fuseaux pour obtenir une qualité de régulière de fil. Et enfin, troisième indice, d'après Diderot et d'Alembert, les ovales simples sont faites uniquement pour préparer la soie employée aux ouvrages de bonnetterie, ce qui est le cas de la Twin Molen, qui est un moulin ovale simple et non double. En concertation avec l'Industrie Museum, nous avons déduit que le fil préparé sur la Twin Molen était du lin et non de la soie, puisque la dentelle est une industrie florissante à Gand. Enfin, les recherches menées dans le Diderot et d'Alembert et une observation minutieuse de la zone des rouages ont permis de répondre à une autre question du musée, comprendre le rôle du stock des lanternes de diamètres différents associés à la Twin Molen. Il s'agit d'un lot de lanternes principales, interchangeables. La lanterne actuellement exposée, située au niveau de la manivelle, porte la marque 13 et peut être changée pour une lanterne de taille différente. La taille de la lanterne est directement liée à la vitesse de rotation du dévidoir et donc à la torsion donnée au fil. Plus la lanterne est petite, plus le dévidoir tournera doucement et plus le fil sera tort, et vice-versa. D'un point de vue pratique, lorsqu'une lanterne est changée, la roue associée est déplacée latéralement pour s'adapter aux nouvelles dimensions de la lanterne. L'étude archéologique des traces de mise en œuvre et d'usure, des éléments métalliques et des essences utilisées a non seulement permis d'aller encore un cran plus loin dans la compréhension du fonctionnement de la Twin Molen, mais avant tout d'en savoir plus sur sa construction et son évolution. Tout d'abord, la question des choix des essences. Les parties du moulin qui nous semblent d'origine, au vu des traces d'outils et des assemblages métalliques, sont visiblement toutes en chaîne, donc c'est en vert ici sur le schéma.
Le choix du chêne n'est pas surprenant, il s'agit d'une essence dite noble, des plus résistantes. D'autres essences ont été exploitées, mais il est difficile d'affirmer que ces pièces en orme, en mauve, en hêtre, ici en rouge, et en résineux, en jaune, sont d'origine, puisqu'il s'agit de pièces susceptibles de s'abîmer ou casser à cause du frottement et de la tension de la courroie et des fils. Les pièces en bois ne sont pas les seules à avoir été remplacées. Certaines pièces de bois de la Twinmolen sont assemblées avec un élément métallique, comme des boulons avec écrou, des plates-bandes, etc. Il semblerait que certains boulons et écrous aient dû être changés, surtout dans la zone de rouage et dans la zone motrice. Les écrous sont alors carrés ou hexagonaux, alors qu'ailleurs, ils sont à oreilles ou à papillons. Ce modèle, qui a l'avantage d'être très facile à dévisser, semble être plus ancien et probablement d'origine. Les deux autres types d'écrous sont difficiles à classer par ordre chronologique, car ils ont été utilisés à la même époque. Enfin, l'étude des traces de mise en œuvre et d'usure a démontré que les pièces en chêne sont toutes assemblées à tenon mortaise chevillé. Oh, pardon, j'ai oublié de parler des résultats entrepris sur différents éléments métalliques où on a obtenu deux résultats, des éléments en fer, mais également des éléments en laiton. Alors, concernant les assemblages à tenon mortaise chevillé, qui sont parfois renforcés par un assemblage métallique. Ce n'est pas très étonnant quand on sait que la qualité du filage dépend entre autres de la solidité du bâti, d'où le choix du chêne, et de la qualité des assemblages qui assurent un minimum de secousse au cours de la manœuvre. Certains assemblages de la Twinmolen sont plus imposants, ils dépassent et ils sont ici fixés par une clavette. Des traces de linage à la pointe ou à la rainette ont également été relevées, à la fois pour préparer les assemblages, mais aussi pour préparer le décor typiquement baroque de la Twinmolen. En effet, un grand nombre de pièces de la machine sont sculptées. Ce décor permet de situer chronologiquement la construction de la Twinmolen, en se basant sur un livre du XVIIIe siècle ici à l'écran, qui présente un certain nombre d'illustrations de retordoirs précurseurs du moulin ovale que nous connaissons. Le détail à l'écran date de 1717 et n'est pas décoré. On peut donc supposer que la Twinmolen du musée a été construite après 1717. Ensuite, les machines préindustrielles entièrement en bois ont évolué sous l'influence du style élaboré du mobilier baroque de la cour française pour devenir des spécimens magnifiquement décorés. Apparaissent alors balustres et poteaux tournés, ainsi que des vases ornementaux couronnés, comme les exemples ici datés de 1720 et de 1758. Ce dernier modèle de 1758 ressemble beaucoup à la Twinmolen exposée au musée à Gand. Est-ce que ce style, donc baroque, aurait perduré jusque 1789 ? Rappelons que c'est la date qui est gravée sur le tambour. C'est à cet instant qu'entre l'analyse dendrochronologique pour tenter de répondre à la dernière question du musée concernant la Twinmolen. De quand date-t-elle ? Est-elle la plus ancienne au monde ? 4 éléments en chaîne de la machine ont été sélectionnés, préparés légèrement avec une lame de cutter et enregistrés par macrophotographie. Il s'agit du chapeau et de 3 planches sur les 8 du tambour. La croissance des arbres utilisés pour les planches est vraiment très lente. Les cernes sont étroits et vraiment très nombreux. Nous en avons mesuré respectivement 136, 197 et 226 pour les 3 planches. Il est toutefois, aucun cerne d'aubier n'a été identifié sur les planches et le chapeau. Par conséquent, le résultat dendrochronologique obtenu pour la Twinmolen est un terminus postquem, indiquant que l'abattage des arbres a eu lieu après 1655. Ce résultat est antérieur de près de 130 ans au millésime gravé 1789. Au vu du nombre de cernes déjà enregistrées sur la plus grande planche, donc 226 cernes, il n'est pas déraisonnable de penser que la Twinmolen est bien antérieure à cette date et que le millésime a été gravé plus tard. De même, en se basant sur le décor, il est plus que probable que la Twinmolen du musée soit un des premiers modèles de retordoir décorés, puisque, rappelons-le, la première illustration date de 1720, et ici on se situe sans doute un peu avant. Mais une chose est sûre désormais, ce résultat dendrochronologique, ainsi que toute l'étude interdisciplinaire, confirme que la Twinmolen exposée à l'Industrial Museum de Gand
est le plus ancien moulin ovale simple en chêne destiné à tordre un fil de lin référencé au monde. Passons ensuite aux résultats obtenus pour la mule Jenny. Contrairement à la Twin Mullen, la destination et le fonctionnement de cette machine étaient bien connus. Les recherches menées dans les archives avaient cette fois surtout l'objectif d'identifier les pièces pour la situer dans l'évolution des mules Jenny depuis leur invention en Angleterre en 1779. Après avoir consulté le traité de Bornis de 1820 et celui d'Alcan de 1847, nous avons confirmé qu'il s'agit d'un métier à filer le coton semi-automatique de première génération, voire peut-être d'origine anglaise, dont le laminoir a été modernisé. Voici le lexique pour toutes les pièces composant cette mule Jenny. La présence d'un laminoir confirme qu'il s'agit d'un métier à filer le coton. L'autre système, celui d'une mule Jenny à pince, est utilisé pour la filature de la laine cardée. De première génération, nous avons identifié le bâti qui correspond en tout point à la description faite par Bornis dans son traité de 1820. Le même agencement en chêne, assemblés à tenon mortaise chevillé, des pièces fortes et des assemblages résistants pour obtenir la meilleure qualité du filage en assurant un minimum de secousse au cours de la manœuvre. C'est donc le même principe que pour la Twin Mullen. Ensuite, le chariot. La description détaillée de Bornis du chariot et de son fonctionnement correspond également à celui de la mule Jenny exposée au musée, c'est-à-dire un chariot en bois supportant les tambours et les broches fuseaux que les tambours mettent en mouvement grâce à un jeu de cordes et de poulies horizontales et verticales. Cependant, la mule Jenny du musée est un plus petit modèle que celui décrit par Bornis puisqu'elle ne compte que 2 tambours. C'est au cours de l'étude du chariot que nous avons constaté que les cordes sans fin et les noix des fuseaux de la mule Jenny exposée au musée sont mal disposées. Les paires sont mal constituées et ne sont pas au même niveau. Ce que vous pouvez constater... Non, c'est pas ça. Le laser, c'est lequel? Au-dessus? Non, ça ne marche pas. Je n'arrive pas un peu dessus. Là. D'accord, très bien. C'était pas au-dessus. J'appuie là-dessus alors. Merci. Donc ici, vous voyez, les cordes, normalement, elles devraient s'aligner comme sur le relevé. Enfin, d'après Bornis, le chariot se compose de 4 ou 6 roues en cuivre avec une rainure afin de pouvoir circuler sur des lames en fer fixées dans les traverses au sol. Lorsque le chariot est de longueur médiocre, d'explique Bornis, 4 roues suffisent, ce qui est le cas de la mule Jenny du musée. Actuellement, les roues, l'essieu et les lames sont toutefois plus modernes puisqu'elles sont en fonte, ce qui correspond à la description du chariot faite par Alcan dans son ouvrage de 1847. Les premières mules Jenny étaient donc dotées d'un petit chariot à 4 roues et d'un nombre restreint de broches et donc de tambours. La conclusion d'être en présence d'une mule Jenny de première génération s'appuie également sur cette maquette donnée au Musée des Arts et des Métiers à Paris en 1811. Il s'agit d'une mule Jenny dotée d'un chariot à 4 roues, mais de 3 tambours, donc d'une quinzaine de broches en plus, tel que le décrit Bornis en 1820. Celle-ci est donc déjà un cran plus moderne, et donc notre mule Jenny serait donc un peu plus ancienne. Cette information élimine donc l'hypothèse de datation de M. de Herth qui situe l'âge théorique de la mule Jenny après 1810. Voilà pour les éléments identifiés comme étant d'origine propre à une mule Jenny de première génération. Passons aux éléments que nous avons identifiés comme étant aussi issus d'une modernisation. Il s'agit des pièces qui correspondent davantage à la mule Jenny en fonte, décrite par Alcan en 1847 dans son traité, qu'à celle de Bornis en bois, décrite en 1820. Elle se concentre sur le système d'étirage du laminoir qui correspond à quelques détails près à la description d'Alcan. C'est-à-dire 3 couples de cylindres étireurs de diamètres différents tournant à des vitesses différentes. Le premier couple de cylindres fonctionne également avec un frotteur supérieur et un frotteur inférieur, tous deux recouverts de feutre, afin de collecter les particules qui se détachent du fil. Ces frotteurs sont absents dans le traité de Bornis de 1820. Le reste du laminoir, le râtelier, correspond également à la description de Alcan et nous permet d'émettre l'hypothèse que cette mule Jenny est plutôt de facture anglaise que française ou gantoise, puisque le modèle présente des barbins sur une traverse de bois placée avant les cylindres étireurs. Les mèches passent dans ces petits anneaux en quittant les broches quenouilles. Je cite Alcan.
Ces barbins sont supprimés dans certains métiers français et plus couramment adoptés dans les modèles anglais. À ce stade, nous ne pouvons toujours pas répondre avec certitude à la question principale du musée concernant la datation et l'origine géographique de la mule Jenny exposée, même si nous avons un sérieux penchant pour une date avant 1811 et une origine anglaise. L'étude archéologique du bois et du métal a fourni quelques indices supplémentaires, en plus d'apporter des informations sur sa construction et son évolution. Avec à nouveau une cartographie des essences, les observations micro et macroscopiques du bois nous permettent de conclure que la structure principale est sans surprise en chêne, avec quelques éléments plus longs, des planches et des traverses, exécutés en résineux, donc ici en jaune. En revanche, certains éléments plus petits, tels que la poignée et les roues, ont été réalisés dans un autre type de bois, de l'orme en mauve et du hêtre en rouge. Les éléments postérieurs liés au laminoir plus moderne sont en résineux. Les rares mentions de bornis et d'alcan d'essence spécifiques pour certaines pièces n'ont pas pu être vérifiées, comme le buis par exemple pour les noix des fuseaux. Tout ça simplement parce que les autorisations d'analyse étaient limitées aux pièces mises en couleur sur ce schéma, et ces pièces avaient été listées avant les recherches menées dans les traités. Parmi les éléments métalliques observés, il y a deux types d'écrous en fer différents. Des boulons carrés avec écrous en oreille ou papillon et des écrous carrés avec écrous carrés. Il est possible que ces deux types soient d'origine puisqu'ils se situent tous sur les éléments en chêne et en dehors des modernisations du laminoir. Il est également possible qu'ils aient été utilisés simultanément malgré leurs formes différentes. L'un se divise facilement, l'autre est fixe. Enfin, des traces de poinçonnage ont été trouvées sur certaines pièces métalliques de la mule Jenny, qui devaient servir de point de repère comme les marques d'assemblage dans une charpente ou un pan de bois. Il y en a au niveau du chariot. Ces marques sont cohérentes et se situent sur les essieux en fonte et les plaques de fixation en laiton. À nouveau, comme pour les cordes sans fin des fuseaux, il semble que les plaques de fixation des roues arrière numérotées aient été interverties. Au niveau du système d'étirage, ces marques se trouvent sur les branches et sur leur fixation. Enfin, les observations faites au cours de l'étude archéologique des traces de mise en œuvre et d'usure ont permis d'écarter quelques hypothèses du musée, dont celle qui avance que la mule Jenny était peut-être plus longue ou double, comme on peut le voir sur la coupe transversale de la filature de Lievenbauens à Gand. Le bâti présente en effet beaucoup de traces d'usure et d'assemblage vide, induisant que le bâti d'origine a été modifié, surtout du côté droit. Mais cette hypothèse nous semble peu probable et nous avons plutôt opté pour une autre hypothèse de modification dans la zone motrice et de pièces manquantes dans la partie inférieure qui aurait notamment pu servir à stabiliser le métier au sol afin d'assurer un minimum de secousse au cours de la manœuvre de filage. Autre élément nous confortant dans cette hypothèse, le nombre de fuseaux, de quenouilles et de groupes de cylindres qui est frotteur, ils sont tous cohérents, 30 à chaque fois. Nous sommes convaincus que la mule Jenny exposée au musée a toujours été une machine à filer le coton semi-automatique de 30 broches. Ce nombre est relativement faible par rapport aux mules Jenny postérieures en fonte, qui pouvaient compter jusqu'à plusieurs centaines de broches. Mais ce nombre de 30 broches correspond au métier qui a été ramené en cachette d'Angleterre par Lievenbauens en 1797-98, comme relaté ici dans le document à l'écran. Autre hypothèse écartée, celle qui présentait la mule Jenny comme un des modèles décrits dans le document d'archives à l'écran du fonds Napoléon de Pau. En effet, le nombre de broches, l'aiguillé et le diamètre des cylindres du laminoir ne correspondent pas. Dernière carte à jouer, la dendrochronologie, pour répondre aux questions des commanditaires et pour trier les hypothèses. 2 pièces en chêne et 4 en résineux ont été analysées. En chêne, le montant arrière gauche et le montant avant droit, sans préparation, enregistrés par macrophotographie. En résineux, la planche supérieure et les planches inférieures du chariot, ainsi que la traverse supérieure, cette fois avec préparation et enregistrement macrophoto, sauf la traverse ici, vous voyez à l'écran, qui a été prélevée. Alors, les séries dendrochronologiques des 2 piliers en chêne ont été synchronisées, indiquant que ces pièces de bois proviennent d'arbres contemporains qui ont été abattus certainement en même temps. Cette synchronisation confirme que le bâti en chêne est homogène. Toutefois, la moyenne calculée ne compte que 41 cernes, ce qui est trop faible pour espérer obtenir un résultat à la datation. Cette partie de la machine reste malheureusement non datée et ne permet pas de répondre à la question du commanditaire concernant la datation et la provenance du bâti.
Donc, cette hypothèse de provenir d'Angleterre. Mais nous espérons pouvoir un jour analyser le reste du bâti en chêne et répondre à cette question. Quant aux séries dendrochronologiques provenant des 4 éléments résineux, 3 ont été datés. Sans oublier, il s'agit de Terminus postquem. Les 2 planches sous le chariot proviennent d'arbres abattus après 1837. La 3e planche, située sur le chariot, provient d'un arbre qui a été coupé après 1803. La datation a également révélé que ces bois proviennent de Scandinavie, plus précisément de Suède ou de Norvège. Ces 2 résultats situent donc l'installation de ces planches dans le chariot au début et à la fin de la première moitié du XIXe siècle. Il est difficile d'affirmer que les 3 planches datées sont d'origine ou s'il s'agit d'une réfection. Cette dernière hypothèse a toutefois notre préférence pour les planches sous le chariot, surtout que nous savons désormais qu'il a été modernisé. Toutefois, nous pouvons déjà exclure que ces 3 planches aient traversé la Manche en 1797-98, ou qu'elles aient été fabriquées pour la première copie installée à Passy en France en 1798. Quant à la planche au sommet du chariot, elle pourrait être mise en relation avec l'ouverture de la filature à Gand en 1801 ou celle de Tronquienne en 1804. Bref, après ces multiples analyses et recherches, nous pouvons conclure que la Mulgeny de l'Industrium Museum est un métier à filer le coton semi-automatique en chêne de première génération, de l'extrême fin du XVIIIe siècle ou du tout début du XIXe siècle, en tout cas antérieur à 1811, qui serait d'origine anglaise ou d'aspiration anglaise, de petits gabarits avec 30 broches, dont le chariot et le laminoir ont été modernisés, peut-être après 1837. À l'heure actuelle, l'hypothèse qu'il s'agit de la Mulgeny importée en pièces détachées par Liv Bowens en 1797-98 n'est pas encore exclue. Dans le cadre de la revalorisation de la Houghton Twin Mullen et de la Mulgeny, vous aurez pu constater que toutes les conditions étaient réunies pour mettre en valeur ces 2 sujets d'étude grâce à un juste équilibre entre plusieurs mesures, relevant notamment de la conservation. On l'a entendu et vu toute la journée, il est important d'identifier les machines industrielles historiques qui ont une valeur patrimoniale, de les restaurer, de les entretenir pour qu'elles restent debout et fonctionnelles. Un projet similaire à celui mené à Gand est en cours actuellement parce que nous allons intervenir bientôt sur 7 machines en bois de la filature lainière mises en service par William Cockerill au début du XIXe siècle et qui sont conservées au solvant à Verviers. Après la conservation, il est important de documenter en collectant des informations sur l'histoire matérielle de ces instruments, les entreprises qui les ont exploités et les personnes qui ont travaillé. Aussi, archiver des photographies, des plans, des documents et des témoignages pour en préserver la mémoire. Enfin, sensibiliser, à travers, bien sûr, la conception de musées ou de salles d'exposition valorisantes, l'organisation de visites tournées vers le grand public, mais aussi des journées d'études et de conférences comme celle d'aujourd'hui, afin d'honorer l'œuvre de nos ancêtres et de contribuer à la richesse patrimoniale de notre société. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Christophe, qui est là, qui était co-auteur de cette présentation. Mais il nous reste quelques minutes s'il y a l'une ou l'autre question. Vas-y, Patrick. Je voulais demander à la dernière Tiens. Note. Oui. Je voulais demander si la torche de procession qui se trouve dans l'ancien musée de la Biloc, donc le Stadsmuseum. Vous connaissez cette torche 18e siècle qui montre donc le moulin à retordre qui est exposé dans la salle 18e siècle. Est-ce qu'elle a pu apporter des éléments qui soutiennent votre recherche? En fait, on les a comparés pour lister les similitudes. Et il y avait notamment quelques éléments du décor où structurellement, elles étaient vraiment semblables. Mais on a
Enfin voilà, c'était juste une étude comparative en fait des deux uniquement, donc de la Twin Molen et de la torche. Oui, je t'apporte le micro. Oui, je reviens sur l'exposé de Patrick Viane. Il y a tout de même une différence entre la Wallonie et la Flandre, en plus de celle que tu as remarquée, c'est le nombre de musées privés. Donc, quand tu dis privé, ce ne sont pas nécessairement des ASBL, ce sont aussi donc des propriétaires qui, notamment les exemples sur les moulins, qui sont toujours bien présents et qui développent leur musée. Ça, c'est tout de même une différence qui marque aussi un dynamisme au niveau des petites et moyennes entreprises, beaucoup plus présent en Flandre que dans le sud du pays. Est-ce que tu peux confirmer? Oui, vous avez raison, mais ce qui n'exclut pas qu'en Wallonie, il y a aussi des musées privés. Je pense à Romeden, au musée de la brasserie, avec les plaques en émail, la fameuse collection de Monsieur Fontaine. Je pense qu'elle n'existe plus, qu'elle n'est plus en place. Hein, et que, en Wallonie comme en Flandre, ces musées sont très assujettis à des fluctuations d'ordre économique. Par exemple, l'exemple phare, c'est la collection de machines à imprimer Strobe, peu l'équivalent de Casterman. Strobe, à Isegem, a rempli toute une gare de marchandises de machines à imprimer. C'était une collection fabuleuse de 6 générations. Et quand ce monsieur Strobe a été en pension, a quitté l'usine, ses frères plus jeunes ont eu une autre orientation et le musée a carrément fermé parce que la SNCB voulait de nouveau utiliser cet hangar et parce que donc ce n'est pas des réflexions scientifiques mais juste d'ordre économique et ces musées sont donc très menacés, comme le musée de la colle Rectavit à Tronchienne, il n'existe plus. Je peux mettre 3 pages de musées privés qui naissent ou qui disparaissent. Donc, il y a peut-être une différence avec la Wallonie, oui. En tout cas, ce n'est pas la solution miracle de créer des musées privés. Je crois qu'on va alors s'arrêter, juste dans le timing. Parfait. Je vous rappelle à 9h, on termine à 18h. Et je vous rappelle qu'on a reproduit les CV des orateurs et les résumés des communications. Il y a encore une pile assez grande sur la table, donc si ça vous intéresse, vous pouvez les prendre en partant. Et je crois que tu voulais peut-être dire quelques mots pour... Oui, donc un tout grand merci à tous nos orateurs qui nous ont ouvert les yeux vers les nouvelles technologies et sur également nos orateurs qui nous ont fait part de leur passion et parfois de leurs difficultés. Et donc, il me reste à remercier, bien sûr, Michel Provost, qui est le coordinateur général du cycle de formation. Et alors, également, bien sûr, l'équipe technique de la WAP avec Francis Charlier, qui est là et qui a veillé au bon déroulé de la succession des PowerPoint. Laurent Charlier et Nathalie François à l'accueil, également pour tout ce qui concerne, je dirais, les publications. Madeleine Vossion, qui a fortement participé à l'organisation aussi de cette journée. Sophie Bourlan, Juliane Massot et Lucas Anglebert. Un grand merci à tous ceux-là également. Merci. Alors, moi, je voudrais aussi remercier le comité scientifique, donc Jean-Louis Delade, Jean-Marc Bazin, qui est dans son lit parce qu'il est malade, Jérémy Sancy,
Michel Cotte, Ariane, donc qui concoctent ensemble le programme. Et bien entendu, remercier vivement tous les orateurs de cette journée. Il nous reste à vous donner rendez-vous le 26 septembre pour la journée de clôture du cycle. Merci beaucoup et bonne soirée.